Bonjour à tous. Dans cette conversation de quelques 30 minutes, je voudrais vous parler d'un thème qui nous concerne de près, même si c'est un sujet de long terme. Je veux parler de notre attitude face à la crise climatique. Nous en entendons beaucoup parler et c'est un sujet qui peut nous inquiéter à juste titre. Quel est le vrai problème derrière cette crise? Pourquoi est-ce si important? Cette crise climatique n'est pas seulement l'augmentation des températures de quelques degrés, mais en fait une remise en cause de toute la création. Et pourquoi et comment en est-on arrivé là? A-t-on les moyens de surmonter cette crise et surtout, est-on prêt à mettre en œuvre ces moyens pour la surmonter? Voilà beaucoup de questions en même temps, mais qui viennent toucher directement l'avenir de notre planète et la manière dont les humains pourront l'habiter dans les siècles qui viennent. Nous avons donc un problème avec cette crise climatique. C'est notre sujet. Depuis des années, et encore pour très longtemps, cette crise touche le climat, l'environnement, la diversité animale et végétale, les ressources, les réserves de ressources minières, le développement de la sécheresse dans le monde, qui devient dans beaucoup d'endroits une grave crise, par exemple la crise de l'eau en Inde. La création et notre planète sont en souffrance dans beaucoup d'endroits. Encore faut-il accepter le fait que cette crise existe, et il faut en discuter. Et la discussion, d'ailleurs, elle a lieu largement et souvent dans les médias. Donc, il faut prendre position sur cette réalité de la crise. 95% des scientifiques, notamment ceux de GIEC, qui est le groupe des Nations Unies spécialistes du climat, tous tirent les sonnettes d'alarme sur la réalité de la crise climatique que nous traversons. Et pourtant, il y a encore un certain nombre de gens qu'on appelle écolo-sceptiques qui ne veulent pas voir cette crise parce qu'elle vient déranger l'ensemble de notre économie et nos manières de vivre. Un certain nombre d'entre eux sont bien en place dans des gouvernements comme Bolsonaro au Brésil ou Donald Trump aux États-Unis. Et par des politiques anti-écologiques, ils vont rendre cette crise encore plus aiguë, par exemple en facilitant la déforestation au Brésil ou en développant l'exploration et l'exploitation des ressources d'énergie fossile aux États-Unis. Les lanceurs d'alerte sur ce sujet n'ont pas manqué depuis un demi-siècle. Dès 1970, le Club de Rome publiait un rapport intitulé Alerte à la croissance, où il signalait la dégradation de l'environnement de la planète et l'épuisement d'un certain nombre de ressources, notamment le pétrole. Il est vrai que ce rapport s'est trompé sur certains sujets, précisément sur le pétrole, dont il disait qu'il allait s'épuiser dans quelques années. En fait, le pétrole coule à flot aujourd'hui, et non seulement dans les sources classiques d'Arabie saoudite ou du Venezuela, mais surtout aux États-Unis, qui ont pratiqué sur une très large échelle la fracture hydraulique qui permet d'extraire du pétrole des couches de schiste. Le pays de Washington est devenu ainsi le premier producteur mondial de pétrole. Mais sur les autres sujets, le Club de Rome avait bien raison. L'environnement s'est réellement dégradé, la diversité des espèces s'est réduite, des approvisionnements d'eau sont épuisés dans divers pays, comme en Inde, je l'ai dit tout à l'heure. Les sécheresses se multiplient et les températures augmentent. Les hypothèses les plus pessimistes sur le réchauffement climatique ou sur l'augmentation du niveau des mers sont en train de se réaliser sous nos yeux. Il suffit de lire les rapports qui sont faits sur ces sujets. Au moins pour ceux qui acceptent les observations des scientifiques, nous constatons que c'est ainsi. Il ne s'agit pas là d'être pessimiste ou optimiste sur ces sujets, mais d'être le plus réaliste possible
devant ce que nous voyons et devant ce qui nous arrive. Nous avons donc été prévenus il y a 50 ans de l'arrivée d'une crise majeure pour notre planète. Certaines politiques de défense de l'environnement ont été lancées il y a une dizaine d'années et les effets se font réellement sentir. C'est vrai que nous avons une amélioration de la qualité de l'air dans de nombreuses villes occidentales, mais malheureusement pas en Asie, où les mégapoles ne contrôlent pas du tout les émissions polluantes. Des progrès ont été faits, par exemple sur la qualité de l'eau des rivières. De multiples programmes ont rencontré un vrai succès. Les programmes, par exemple, de repeuplement de diverses régions avec des espèces disparues comme l'ours dans les Pyrénées ou le gibaète barbu, cet aigle rarissime, par exemple. Mais ces programmes ont été couronnés de succès. Il ne faut donc pas être négatif. L'usage de la voiture a été limité dans un certain nombre de villes, mais en même temps, il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, dans d'autres mégapoles, on construisait de gigantesques autoroutes à 4 ou 5 voies. Pourtant, les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits, ces lanceurs d'alerte ont repris la parole sur le sujet écologique car les progrès sont trop lents, les progrès sont trop limités et la dynamique du développement n'a pas changé. Les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, tels Greta Thunberg, continuent à répéter le cœur d'un message essentiel, il faut écouter les scientifiques. C'est assez simple, mais beaucoup de gens ne veulent pas les entendre. La crise climatique est donc encore devant nous. Les transformations de fond n'ont pas encore été appliquées pour assurer l'avenir. Le travail à faire est considérable puisqu'il doit remettre en cause toutes les modalités de notre développement. Vous vous demanderez peut-être si je dramatise pour mieux appuyer mon raisonnement. Je ne le pense pas, surtout quand nous regardons les statistiques de notre développement. Un exemple va vous montrer la gravité et le sérieux de mon propos. Si nous considérons l'ensemble des habitants de la Terre et l'impact qu'ils ont sur l'environnement, nous voyons que leur impact excède déjà, dans de très nombreux pays, ce que la Terre peut supporter. Cet impact sur l'environnement se mesure en tonnes de CO2. Les experts ont calculé que la Terre peut absorber l'équivalent d'une production de 3 tonnes de CO2 par personne et par an. C'est ce qu'on appelle l'impact écologique. Si chaque habitant de la planète se limite à cette production de 3 tonnes par personne et par an, la Terre peut les absorber et on peut ainsi sauvegarder cette planète sans qu'elle se dégrade dans l'avenir. Or, rien qu'en France, la production moyenne de CO2 par personne est de 7 tonnes. Il n'est pas difficile de tirer les conséquences. L'impact écologique de l'ensemble des pays développés dépasse déjà largement ce que la Terre peut supporter. Et la situation est d'autant plus problématique que l'impact écologique d'un habitant des États-Unis est de 25 tonnes par an. La planète ne pourra pas supporter les dégradations de toutes ces populations. Et déjà, la planète s'épuise. Aujourd'hui en Afrique, l'impact écologique en moyenne sur tout le continent est de 3 tonnes par personne. Mais les Africains veulent un développement plus élevé, davantage de voitures, davantage d'appartements, davantage d'avions et de voyages, davantage de loisirs, un meilleur système de santé. Donc ils vont dépasser très vite ces 3 tonnes fatidiques. En Chine et en Inde, qui comptent chacun plus d'1 milliard d'habitants, le même processus est en cours avec un développement rapide et une course à la consommation pour la majorité des habitants. Nous sommes donc à ce moment de la prise de conscience. Nous avons déjà excédé les capacités de la Terre d'absorber les méfaits du développement. Et tous les indicateurs
vont dans le même sens d'une croissance de production de CO2, y compris ces années-ci. Le problème se complique encore plus car il nous faut trouver les moyens de réduire cet impact écologique des pays les plus développés si nous voulons sauvegarder la création dans un état que nous puissions léguer aux générations qui nous suivent. Revenons à nos questions du début de cette conversation. Quelle est la clé de cette crise climatique? C'est que nous avons donné à l'économie et au développement une dynamique qui est entretenue par le désir de la croissance et du profit. Nous avons une vision presque mathématique de l'économie et de la croissance, et nous en faisons le critère de notre développement dans la croissance du PIB, par exemple, sans nous préoccuper des autres facteurs de la vie sociale. L'environnement, la défense de la nature, la qualité de vie des hommes et des femmes de ce monde. Nous avons laissé à la science et à la technique libre cours pour inventer, pour développer quantité de nouveaux produits que nous consommons. Ce système scientifique et technique a trouvé un écho très positif dans les consommateurs que nous sommes, et nous achetons, et nous remplaçons ce que nous avons acheté, et nous jetons ce que nous n'utilisons plus dans un cycle permanent de remplacement de plus en plus rapide, dans une consommation accélérée par la publicité qui nous explique que nous serons beaucoup mieux et beaucoup plus heureux si nous achetons telle marque de voiture, tel produit de vaisselle, tel voyage pour notre loisir. C'est toute la dynamique qui nous a entraînés là où nous sommes aujourd'hui. Cette dynamique est problématique. Il importe de regarder sérieusement cette situation, de l'analyser et de la comprendre. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous décrit ce phénomène et nous invite à une conversion écologique pour permettre la sauvegarde de la création. Il propose une clé de réflexion qui tient en 3 mots. Tout est lié. Cette brève petite expression de 3 mots, tout est lié, revient dans son encyclique des dizaines de fois. Tout ce que nous faisons en économie ou en science a un impact sur notre vie humaine, sur la nature, sur notre avenir. Tout est lié. On ne peut pas séparer le développement dans lequel nous sommes. Nous avons un impact et nous voyons cet impact sur la création et sur nous-mêmes. On ne peut pas surtout privilégier un seul élément de ce développement en oubliant tous les autres. La course à la croissance et au profit déforme nos économies en hypertrophiant la consommation par rapport à d'autres manières de vivre comme la simplicité ou la sobriété. De nombreux intellectuels ont travaillé ces questions. Je n'en citerai qu'un, Bruno Latour, qui dans un petit livre qui s'intitule « Où atterrir ?», nous explique que nous sommes soumis à 2 mouvements qui nous attirent. D'une part, ce qui est local, parce que c'est ce qui est le plus proche de nous et que nous défendons, notre région, notre langue, nos traditions, nos voisins, mais que ceci peut nous enfermer dans une vision très réduite et stérile du monde. L'autre mouvement, c'est celui de la mondialisation, qui réunit tous les points du globe, qui permet une accélération des échanges et une croissance plus grande, mais aux dépens de la nature et des hommes qui l'habitent, parce qu'elle ne privilégie que la croissance des échanges et de la consommation. Bruno Latour nous invite à ne pas nous laisser prendre dans cette opposition entre le local et le global, et il nous appelle à nous concentrer ce qu'il dénomme comme le terrestre. D'où le titre de son livre « Où atterrir ?», atterrir sur le terrestre, que notre développement atterrisse sur le terrestre. Cette idée est un peu compliquée à comprendre, car elle ne se résume pas à la terre,
à la nature ou à l'environnement. Le terrestre résume la totalité des relations dans lesquelles nous sommes. Relations humaines, relations avec l'environnement, relations avec la science, relations avec l'économie. C'est la réalité multiforme de notre vie quotidienne, celle qui est la plus concrète, celle qui nous prend dans notre rapport à la Terre. C'est une autre manière, au fond, de voir ce que le pape François désignait par sa formule « tout est lié ». L'économie est liée à l'humain, à la défense de la planète, à la diversité des espèces, à la qualité de l'air. Si nous privilégions un seul de ces aspects de l'existence, nous quittons ce terrestre, nous quittons ce principe du tout est lié. Voilà donc ce qu'il faut pouvoir retrouver, reconstruire en remettant chacun des facteurs du terrestre à sa place, en cessant de privilégier un seul facteur, par exemple le développement scientifique ou le profit. Alors maintenant que nous connaissons plus clairement nos objectifs, je voudrais discuter des moyens que nous pourrions prendre pour l'atteindre. Nos sociétés sont-elles capables de se réorienter vers un objectif comme celui-là? C'est un objectif difficile parce qu'il va demander des changements considérables dans notre mode de vie, notamment pour tous ceux qui sont habitués à la facilité et à la consommation. Il nous faut d'abord maîtriser la mondialisation, qu'elle ne soit pas guidée simplement par la compétition humaine internationale, mais par d'autres critères. Que la mondialisation ne soit pas poussée simplement par les intérêts privés de quelques grandes compagnies, mais qu'elle soit contrôlée par les États qui ont le souci du bien commun de leur population. Cette compétition à l'intérieur de la mondialisation est en effet destructrice parce qu'elle n'obéit qu'à la seule logique du profit maximum des secteurs privés et pas du tout à celle du bien commun dans un pays particulier ou au niveau de la planète qui est justement la sauvegarde de la création. La mondialisation doit donc être limitée, contrôlée par des critères à discuter et à mettre en place. Il ne s'agit pas de s'enfermer totalement et de s'isoler de toutes les autres régions du monde, mais il s'agit d'éviter les excès qui viennent déchirer les cultures, détruire les identités ou faire disparaître les langues particulières. Cette maîtrise de la mondialisation est indispensable pour éviter les excès, comme on l'a dit, mais aussi pour éviter l'inverse, notamment les réactions identitaires, xénophobes, isolationnistes ou protectionnistes qui viennent reconstruire des murs entre les pays et produire de nouvelles divisions, parce que les gens ont peur de perdre ce qu'ils ont ou de perdre ce qu'ils ont acquis et ce qu'ils sont devenus. Mais cette mondialisation étant maîtrisée, chaque pays devra s'interroger sur la manière dont il s'organise. Il devra redéfinir ses priorités en redonnant toute sa place à la sauvegarde de la nature et à la défense du bien commun. Il faut donc repenser les transports, l'organisation des villes, la qualité du logement, la relation aux grandes entreprises multinationales, l'organisation de l'activité économique, la priorité au développement local, toutes les questions de santé, etc. Vous le voyez, le travail à faire est considérable. Seule la puissance publique a les moyens de prendre l'initiative de cette organisation avec le soutien des partis politiques, de tous les corps intermédiaires, des églises, de la société civile à travers leurs associations. L'initiative privée peut faire beaucoup dans ce sens,
mais elle n'a ni les capacités, ni la mission d'organiser le bien commun. C'est à l'État que revient cette mission d'organiser le bien commun. La question qu'il faut donc poser maintenant est fondamentale. Nos sociétés sont-elles en mesure de faire corps suffisamment pour organiser un État qui ait les pouvoirs du changement, les pouvoirs d'une réorganisation vers un bien commun autour de la sauvegarde de la création et d'un développement qui soit vraiment durable? Est-ce que nos sociétés font suffisamment corps pour prendre des décisions de fond qui engagent des changements de fond dans la vie quotidienne des habitants? Sont-elles capables de sortir de leurs préoccupations immédiates, de leurs préoccupations de court terme, pour regarder l'avenir à long terme, discuter de ces objectifs et trouver les moyens pour faire les changements nécessaires? Je répondrai de deux manières. Une première manière me rend pessimiste. Elle me rend pessimiste sur les capacités de nos sociétés à répondre à ce défi fondamental et lointain et qui est souvent difficile à percevoir. Nous ne cessons de nous déchirer sur une multitude de questions politiques, culturelles, religieuses qui sont très immédiates et souvent de l'ordre de la querelle politicienne. Les égos et les ambitions personnelles des uns et des autres priment malheureusement sur les orientations de fond qu'il faudrait prendre. Les médias nous donnent un tableau apocalyptique de nos capacités de discussion dans des débats artificiels et montés en épingle, car ils sont victimes d'un libéralisme généralisé. Ils recherchent plus souvent l'audience, ils recherchent l'élargissement de leur public. Et la vérité ou la profondeur de la discussion ne trouvent pas leur compte dans cette dynamique. Il n'y a même pas d'accord médiatique sur le diagnostic apporté sur la crise climatique. Comment pourrait-on alors concevoir un accord sur les moyens pour répondre à la question posée de la sauvegarde de la création? Autre problème et pas des moindres, la logique du profit. La course au profit est telle qu'elle occulte toutes les autres priorités. On ne compte pas les entreprises qui font fi de toute préoccupation environnementale, même si nombre d'entre elles ont intégré ce facteur. La publicité vient en plus accélérer la consommation au lieu d'orienter l'existence vers plus de frugalité. Des pages entières de publicité pour les SUV, ces voitures plus importantes et plus grosses et récentes, cela a créé un besoin de véhicules qui est plus gourmand en énergie, alors que c'est l'inverse qui serait nécessaire. Et je ne vois pas comment ces dynamiques pourraient volontairement s'auto-limiter quand l'objectif à atteindre, la sauvegarde de la maison commune, est lointain et déjà l'objet de discussions infinies. Vous voyez donc comment je suis pessimiste en raison de toutes ces logiques de développement et de profit qu'en fait nous ne maîtrisons pas et que nous avons bien du mal à abandonner. Et pourtant, ma deuxième manière de répondre s'appuie sur la réaction des Français à la pandémie du coronavirus et me rend un peu optimiste. Dans l'affrontement à cette pandémie, il y avait une urgence que tout le monde a bien compris. Urgence de santé pour les personnes atteintes du virus, urgence pour les institutions hospitalières qui risquaient d'être débordées. Le confinement généralisé, c'est une mesure extrême. Les Français s'y sont tenus avec une discipline remarquable, qu'il a fallu un peu aider par l'action de la police et qui a manifesté aussi quelques failles dans l'exode des plus riches vers leur résidence secondaire. Mais dans l'ensemble, la société a fait corps dans sa défense collective
contre ce virus. Il y avait urgence dans le temps. Il y avait menace existentielle pour tout le monde. Eh bien, la majorité des Français ont accepté de se soumettre à un changement de leur vie quotidienne, à un rapport au travail complètement différent, parfois à des baisses de revenus considérables, parce qu'il fallait ainsi se protéger des méfaits de ce virus. Le confinement a été vécu différemment dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, où la tradition libérale, individualiste est beaucoup plus forte. Les désaccords aux États-Unis ont été nombreux sur les mesures à prendre et le confinement n'a pas duré longtemps, ce qui a fait exploser le nombre des victimes. J'en reviens aux questions du débat du début de notre conversation touchant la crise climatique et qui portait en fait sur la remise en cause d'un modèle de développement qui puisse permettre la mise en place d'un autre système orienté vers la sauvegarde de la création. A-t-on les moyens de surmonter cette crise? Et surtout, est-on prêt à mettre ces moyens? On voit bien que la réponse dépend de deux facteurs. Le premier facteur est temporel. Lorsqu'une telle crise massive est toute proche, qu'elle est visible et perceptible par la population, on voit comment la société se rassemble. Mais si la crise est lointaine, peu visible et en plus discutée, la société est reprise par ses divisions et se trouve incapable de prendre une décision. Elle est comme paralysée par ses problèmes internes. Le deuxième facteur réside dans la cohésion de la société et dans sa capacité à mettre de côté ses divisions et à projeter toutes ses forces vers la résolution de ce problème à traiter. L'expérience du coronavirus a montré que les sociétés, comme la société suédoise, ont une cohésion naturelle qui leur permet de répondre à des questions qui leur sont posées. L'ensemble des citoyens agissent d'un commun accord avec le gouvernement pour répondre aux défis de ce virus et mettre en place les mesures nécessaires. Les Français peuvent le faire également, mais il faut qu'ils puissent comprendre l'urgence et la nécessité d'agir tous ensemble. Une explication est donc nécessaire et l'urgence du défi à affronter pourra ainsi rassembler les forces de tout le pays. Et l'on voit bien qu'une société comme la société américaine n'est guère à même de définir un bien commun qui puisse mobiliser l'ensemble de la population, même pour un sujet aussi grave et aussi sérieux que la sauvegarde de la création. Je conclus ces quelques propos en soulignant comment la sauvegarde de la création que nous souhaitons dépend de nos capacités personnelles et collectives de nous mobiliser autour d'un objectif. Le défi est considérable, mais nous ne prenons pas les moyens pour nous décider, pour appliquer des solutions que nous connaissons pourtant. Nous nous laissons distraire par quantité de querelles internes qui nous évitent d'affronter vraiment ces enjeux fondamentaux que sont devenus pour nous la défense de notre planète et la sauvegarde de la maison commune. Je vous remercie pour votre attention.